depuis une décennie déjà. Et si vous êtes là, c'est pas parce que vous avez affaire avec les radiations, quoique transfert, on ne sait jamais, dans l'exposition qu'il y a maintenant, mais c'est simplement parce qu'il y a 5 ans, on avait commencé en ce lieu un cycle de lecture sur la correspondance de Freud, c'était à l'époque Freud-Jung, et vous voilà réunis pour cette deuxième série sur Freud-Ferenczi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, et c'est toujours un plaisir d'accueillir d'autres gens qui font autre chose que ce que l'on fait d'habitude au quotidien. Bonne soirée. Dire un mot? Toi qui es présent. Alors voilà, on commence en remerciant Francesco Pagnese et la Fondation Claude Verdun de nous accueillir de nouveau après ces dernières années là qui sont passées, le cycle Freud-Jung, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, c'est exceptionnellement à 20h. Normalement, c'est à 19h. La dernière conférence a été à 19h. La prochaine aussi sera à 19h. C'était pour une question logistique uniquement qu'on a dû déplacer vers 20h. Et donc, aujourd'hui, on va recevoir Jean-Daniel Matet, qui est psychanalyste, psychiatre, praticien hospitalier et responsable de l'unité clinique Jacques Lacan à Hyères, membre de l'école de la cause freudienne à Paris et qui vient d'être élu président de l'école de la cause freudienne. Donc il est aussi enseignant à la section clinique Paris-Île-de-France. Je corrige aussi le titre de votre exposé, puisqu'il a été coupé un peu par la moitié. C'est les inventions techniques de Ferenczi, reste du transfert, point d'interrogation. Donc la question principale sera les restes du transfert, dans quelle mesure. Je vous laisserai développer votre idée. Alors, Jean-Daniel Matet, nous a demandé de lire 2 lettres, une de Freud, une de Ferenczi, pour introduire la soirée, et puis ensuite il prendra la parole. Il faut dire que c'est une idée. Il faut juste dire que c'était une idée aussi de Francesco, qui trouvait que c'était bien pour mettre un peu dans l'atmosphère de la correspondance, qui, comme je vous l'ai dit, c'est un univers en soi. C'est-à-dire, on rentre là-dedans. Et bon, 1000 lettres c'est beaucoup, mais enfin on entre là-dedans et c'est pour vous montrer un peu le style de commencer. Bon, alors on va lire chacun une lettre. Alors, à tel point que l'idée a été adoptée, la prochaine, lorsque Falseder viendra, probablement il y aura aussi quelques lettres introductoires que Falseder aura choisies. Alors c'est Freud, voilà. C'est Renato qui commence par accueillir justement un groupe brésilien. Donc c'est une lettre du 4 janvier 1928. Freud a écrit, toujours à Vienne, Bergasse et 19. Cher ami, la poste d'hier a apporté 2 pièces rares. Une nouvelle de São Paulo au Brésil, un groupe psychanalytique s'est constitué là-bas qui va demander son admission dans l'international. Et votre lettre avec les vœux de Nouvel An que je vous retourne cordialement comme depuis 20 ans. Certes, nous sommes tous deux parfaitement conscients de l'impuissance de nos pensées et de la valeur de notre position psychique. Votre travail joint, que je vous renvoie ici, témoigne de cette maturité réfléchie que vous avez acquise au cours de ces dernières années et que personne n'approche. Le titre est excellent et mériterait de s'appliquer à quelque chose de plus. Donc le titre c'est l'élasticité de la technique psychanalytique. Car mes conseils sur la technique proposée en leur temps étaient surtout négatifs. Je considérais comme essentiel de faire ressortir ce qu'on ne doit pas faire, de mettre en lumière les tentations qui s'opposent à l'analyse.
Presque tout ce qui est à faire au sens positif, je l'ai abandonné au tact, entre guillemets, introduit par vous. Mais ce que j'ai obtenu ainsi, c'est que les obéissants n'ont pas pris note de l'élasticité de ces mises en garde et s'y sont soumis comme à des prescriptions ayant force de tabou. Il fallait une bonne fois réviser cela, sans lever les obligations, bien sûr. J'ai encore à objecter à votre travail, qui manifestement n'a place dans aucune autre revue que la nôtre, qu'il n'est pas 3 fois plus gros et ne se subdivise pas en 1, 2 et 3. Aucun doute que vous ayez encore beaucoup de choses semblables à dire, qu'il serait très agréable d'entendre. Aussi vrai que soit ce que vous dites du tact, aussi préoccupante me semble la permission sous cette forme. Tous ceux qui n'ont pas de tact y verront une justification du bon plaisir, c'est-à-dire du facteur subjectif, c'est-à-dire de l'influence des complexes personnels non maîtrisés. Ce que nous pratiquons, en réalité, est une évaluation le plus souvent préconsciente des différentes réactions que nous attendons de nos interventions. Tout dépend principalement de l'appréciation quantitative des facteurs dynamiques dans la situation. Des règles pour ces mesures ne se laissent naturellement pas donner. L'expérience et la normalité de l'analyste en décideront. Mais il faudrait, à l'intention des débutants, dépouiller le tact de son caractère mystique. Ce serait une belle propagande si vous écriviez des articles pour un journal médical allemand. Mais ceux-ci ne pourront pas être assez primaires, et cela, on le trouve d'habitude, soit très intéressant, soit très ennuyeux. Lettre jointe. Chez nous, rien de nouveau. Ma vieille mère, très vacillante, pendant un certain temps, s'est vaillamment remise. Avec mes vœux cordiaux pour vous et votre chère femme, et aussi pour vos nuits tout au long de l'année 1928, votre frère. Voilà, alors, Ferenczi. Alors, Ferenczi donc est à Budapest et il répond donc le 15 janvier 1928. Cher monsieur le professeur, la lettre personnelle adressée à moi ainsi que la circulaire qui a suivi sont bien arrivées. Grand merci pour les deux. Hier, à la séance de l'association, j'ai fait une conférence sur l'élasticité de la technique. Comme premier intervenant dans la discussion, vous avez figuré vous-même, présumant votre autorisation après coup. Je leur ai lu les passages de votre lettre relatifs à l'article. Comme réplique à vos remarques, je me suis employé à démontrer, et je n'ai pas eu trop de mal à le faire, qu'il n'y a pas de différence essentielle entre votre conception et la mienne. Je sais que vous m'avez dit à l'occasion que je m'appliquais beaucoup trop à réaliser une identité complète entre vos vues et les miennes. Je pense quand même que cette fois je suis dans le vrai. Le tact, tel que je le conçois, ne veut absolument pas être une concession au bon plaisir du facteur subjectif, encore moins favoriser l'influence des propres complexes non maîtrisés. J'exige au contraire le contrôle le plus rigoureux de ceux-ci. Je pense seulement qu'il faut tout d'abord se mettre à la place du patient, entrer dans ce qu'il ressent. Mais je suis entièrement de votre avis en ce qui concerne la topique de ce processus psychique. Cette empathie de l'analyste ne doit pas avoir lieu dans l'inconscient, mais dans le préconscient. Être correctement analysé correspond pour l'analyste à ce que vous appelez normalité. Si cette condition est réalisée, on est en mesure d'évaluer justement les différentes réactions, à savoir les siennes propres comme celles du patient, et prendre la décision adéquate. Pour finir, je vous ai aussi donné raison sur le fait que malgré toutes les mesures de précaution, un mauvais usage ne manquera pas de se produire, même avec ces conseils techniques. J'ai expressément prédit, après la période sadique active, la possibilité d'une période masochiste de l'analyse, contre laquelle j'ai mis nos membres en garde. Je vous demande à présent votre accord explicite,
m'autorisant à ajouter à ma publication les passages correspondants de votre lettre avec ma réponse. J'ai encore donné une autre petite contribution à la métapsychologie de l'analyse de caractère que je veux également joindre au texte. Le ton énergique de votre lettre à l'encontre des Américains m'a fait du bien. Ma réponse à Ophugen était délibérément un peu trop pleine de tact. Il faut que je vous confie à titre privé qu'un autre membre du groupe profane, un élève du docteur Pierce Clark, que le groupe n'a admis sur mon conseil que comme membre extraordinaire, est officiellement accusé de diverses choses véritablement infamantes. Pour s'en débarrasser, le groupe profane a décidé sa dissolution provisoire. Les quelques membres intègres, 6-7, pour la plupart formés par moi, poursuivent cependant leur rencontre et attendent le moment favorable pour se reconstituer. La persécution méthodique a donc réussi jusque-là. NB, un nettoyage de ce genre parmi les analystes médecins aurait probablement un succès au moins aussi grand. Accessoirement du fait de la dissolution, je tiens aussi pour un avantage que la présidente actuelle, Miss Butler, qui sur le plan scientifique n'a certainement pas les compétences nécessaires à ce rôle, disparaît officiellement de la scène. C'est une gentille personne, mais tout sauf une analyste représentative. Les bons vœux que vous m'avez adressés m'ont provisoirement pas fait leur preuve. Mon repos nocturne est toujours perturbé, ce qui me rend maussade et peu enclin au travail le jour. Entre-temps, vous avez parlé à Roy. Que pensez-vous de ces projets ? Nous attendons avec un extraordinaire plaisir la conférence de votre Anna en février. Avec mes salutations les plus cordiales, votre vieux Ferenczi, sachant qu'il a 17 ans de moins que Freud. Et je vous dirai après une lettre du même jour qu'il écrit à Ettingen et qui parle de la Suisse. On aura le temps à la fin, probablement. C'est une entrée fracassante. Docteur Jean-Daniel Maté. Il y a deux micros qui fonctionnent, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être on peut fermer celui-là. Monsieur, allez-y. On peut l'interrompre, oui. Tout à l'heure, oui. Bien. Alors déjà, effectivement, c'est intéressant d'entendre la lecture de ces lettres qui déjà nous mettent dans l'ambiance de la correspondance. Dans l'ambiance de la correspondance, du 3e tome de la correspondance, c'est-à-dire quand même on est vers la fin des relations entre Freud et Ferenczi. Ferenczi va mourir quelques années après, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que Freud. Quand il dit qu'il est vieux, c'est pas pour rien, c'est qu'il est en très très mauvaise santé. Il a une anémie pernicieuse, comme il disait à l'époque, et effectivement, il en mourra en 1933. Parce que quand on a circulé un peu dans la correspondance, autant que ce soit possible, parce que non seulement je ne suis pas un spécialiste de Ferenczi, mais je l'ai lu avec plaisir, cette correspondance, mais on s'y perd. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des petits indices que je trouve amusants qu'on lit dans une correspondance. Par exemple, la manière dont ils s'adressent l'un à l'autre. Là, dans ces deux lettres, on a un cher ami de la part de Freud et on a un monsieur le professeur du côté de Ferenczi. Vous remarquerez, toute la correspondance n'est pas sur ce ton. Seulement le 3e tome, où Ferenczi s'adresse à Freud en lui disant du monsieur le professeur. Avant, il a appelé de différentes manières, mais pas toujours de la même manière. Freud, on va le voir aussi, l'appelle à cher ami à certains moments, et d'autres, il y a le passage succulent dont on va parler, où il l'appelle son fils. Hein. Et donc, véritablement, il y a des nuances qui effectivement se jouent tout au long de la correspondance, et des nuances auxquelles il faut être attentif, parce qu'ils traduisent la nature aussi de leur relation. Là, on a choisi un passage où finalement, ces deux lettres
on est dans un moment de calme relatif. Ce qui n'est pas du tout le cas tout au long de l'année 1928 et dans cette période où il y a de grandes périodes de fâcheries et qui sont des fâcheries qui tiennent aux relations de Ferenczi avec Freud et au désaccord de Ferenczi avec Freud sur un certain nombre de points, et de Freud avec Ferenczi aussi d'ailleurs. Et puis, comme vous l'avez vu, et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on est un peu dans le journal des journées de l'école de la cause freudienne, c'est-à-dire qu'effectivement, on construit l'école en même temps alors c'est pas une école justement, mais on construit les affaires institutionnelles en même temps qu'on parle de soi, en même temps qu'on parle de son analyse, en même temps qu'on parle du transfert. Peut-être que là, il y a un ton qui effectivement est propre aux analysants et aux analystes, qui effectivement croisent des considérations sur leur vie sociale, sur les institutions qu'ils animent, sur leurs projets, leurs ambitions pour la psychanalyse, et puis aussi ce qui les fait sujet analysant, sujet divisé, sujet ayant des symptômes, sujet ayant des difficultés dans la vie, et tout ça se mêle. Donc je trouve que dans ces deux lettres, on a un petit peu ça. Alors quelquefois, c'est évidemment, on est au contraire dans le tumulte. On est dans le tumulte des jugements, ou dans le tumulte des échanges entre Freud et Ferenczi. Dans les critiques, là, le ton est feutré. Ferenczi et Freud semblent, enfin en tout cas, Ferenczi fait beaucoup d'efforts pour penser qu'effectivement il est parvenu à être sur la même longueur d'onde que Freud. Et Dieu sait si pourtant, sur ces histoires de technique, on va voir comment le désaccord est assez profond. Alors, c'est intéressant de prendre deux lettres comme ça, non pas au hasard, mais qui ponctuent un peu cette période-là, parce que moi j'ai essayé à travers le titre que je vous ai proposé, les inventions techniques de Ferenczi, reste du transfert, j'ai essayé de partir d'une question. J'ai essayé de partir d'une question puisque je me suis demandé pourquoi finalement ces inventions techniques de Ferenczi, nombreuses, très sophistiquées pour les unes, très égarées pour d'autres, mais pourquoi ces inventions, et Dieu sait s'il s'est montré inventif, pourquoi effectivement Freud d'une part les avait pour beaucoup contestées, et en même temps qu'est-ce qui se jouait dans cette affaire avec Freud. Fallait donc et donc le terme même de reste du transfert est utilisé dans une des lettres de Freud comme effectivement ce qu'il en est à la fin de l'analyse ou dans l'analyse de ce qui ne s'analyse pas. Et là déjà on touche du doigt quelque chose qui va séparer Freud et Ferenczi de ce point de vue-là, sur la fin de l'analyse. Puisqu'effectivement on va y revenir, mais ils ont là-dessus un point de vue différent. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, à vrai dire, c'est que j'avais le sentiment diffus, sans l'avoir complètement établi, que Lacan s'était inspiré de Ferenczi. Et finalement, dans une première approche comme ça, c'était finalement à travers la manière dont Lacan intervenait auprès de ses analysants, dont Lacan pouvait parler très, très directement et simplement de la manière dont l'analyste fonctionne, la manière dont il a essayé de construire quelque chose dans sa lecture de Freud qui effectivement rendait compte à la fois de la pratique et de la théorie. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était emprunté à Ferenczi, mais je ne savais pas très bien comment et par quel chemin ça passait, et donc j'ai pensé utile de répondre à Marlène Bellilos quand elle m'a demandé de venir pour essayer de répondre à cette question-là. Parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'interviens quelque part. Je ne suis pas forcément spécialiste d'une question, mais j'accepte parce qu'effectivement, ça me permet de travailler un point ou un autre.
et que là, en l'occurrence, c'était ça qui m'intéressait. Alors évidemment, tout au long de cette correspondance, du transfert, des affects, des sentiments, de l'amitié, de l'amour, de l'agacement, de l'éloignement, de la persécution même, dans cette correspondance entre ces deux hommes, cette correspondance en regorge. Entre ces deux hommes, l'un Freud, plus âgé de 17 ans, comme on l'a vu, que Ferenczi. Mais, évidemment, on sait très bien que dans ces affaires, c'est pas l'âge chronologique qui compte, mais effectivement, là où chacun en est, avec la logique de son désir et la manière dont il le soutient. Freud lui-même, comme vous le savez, ça sera un moment important sans doute dans la manière dont Ferenczi le considérera. À partir de 1920, Freud est malade. Cette correspondance, donc, qui occupe ces 3 tomes, comme sans doute vous l'avez déjà aperçu, est traversée par de grandes questions. C'est ça qui, moi, me retient. Une des questions que j'ai retenues, c'est finalement quelle analyse Ferenczi a-t-il fait avec Freud? Question. Mais d'autre part, quel jugement Freud avait-il de l'analyse de Ferenczi et de ses inventions techniques? Je partirai donc de ces points-là pour arriver justement au point que j'évoquais tout à l'heure, de savoir comment Lacan a utilisé sa lecture de Ferenczi. Pour introduire ça, déjà, je dirais que Lacan, enfin on pourra en parler tout à l'heure, mais Lacan s'est intéressé à la psychanalyse et est entré, si je puis dire, dans la lecture de la psychanalyse par la psychose, tout le monde le sait. Ça veut dire, par la psychose, ça veut dire par les analystes qui se sont intéressés à la psychose. Je veux dire, c'est très clair dans ces citations. Quand on avait fait un colloque au Val-de-Grâce sur le jeune Lacan, c'était très intéressant parce qu'on avait lu, tous les textes du jeune Lacan, c'est-à-dire avant les complexes familiaux, c'est-à-dire le Lacan qui fait sa formation médicale, qui fait sa formation psychiatrique, et en circulant à travers ces textes, on avait vu à quel point progressivement les références aux analystes étaient celles des analystes qui effectivement s'intéressaient à la psychose, tout simplement parce qu'effectivement c'est comme ça que Lacan lui-même est rentré dans les questions cliniques, et que effectivement jusqu'au moment où lui-même fait son analyse, et qu'on peut situer effectivement, on peut situer son premier texte véritablement psychanalytique avec les complexes familiaux, c'est disons le moment où ça bascule. Jusque-là, les textes qu'il fait sont plutôt des textes sur, disons, une psychiatrie orientée par la psychanalyse. Donc on reviendra là-dessus, et sans doute Ferenczi entre-t-il dans ces préoccupations-là, bien qu'il les dépasse bien largement, puisqu'effectivement les questions sur la technique et les questions que Lacan trouvera chez Ferenczi ne sont pas seulement, bien entendu, des références à la psychose.